Bonjour et bienvenue sur l'Écho des Museaux, le podcast qui donne de la voix pour le monde animal. Je suis Marine, une passionnée d'animaux depuis toujours. J'ai avant tout imaginé ce podcast afin de mettre en lumière celles et ceux qui se dévouent dans l'ombre pour les animaux au sein de la vie associative. À travers l'Écho des Museaux, je souhaite valoriser leur engagement et offrir de la visibilité à leurs actions. Qu'elles soient mobilisées pour la prise en charge des animaux abandonnés, la lutte contre la maltraitance, la protection de la faune sauvage ou une meilleure inclusion des animaux dans la société, chaque association sera la bienvenue parce qu'il suffit d'une personne pour changer positivement la vie d'un animal. Les professionnels qui soutiennent la cause animale dans leur activité auront également la parole. Sur ce podcast, retrouvez aussi informations et conseils afin d'améliorer nos relations avec les animaux et optimiser leur bien-être. Je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Aujourd'hui, pour cet épisode 13 diffusé en ce jour d'Halloween, le sujet était tout trouvé, non ? Je vous dis ça, mais figurez-vous qu'en fait, c'est un hasard du calendrier qui tombe très bien, puisque j'avais en effet décidé de consacrer un épisode entier aux araignées dans cette première saison du podcast, et que dans mon calendrier de diffusion, ça s'est fait comme ça, que l'épisode sur les araignées tomberait fin octobre, mais pile le jour d'Halloween, j'avoue que j'avais pas vu venir, et je trouve que c'est super bien timé. Donc voilà, pour aujourd'hui, 31 octobre, voici un épisode 100% arachnide. Mais alors, pourquoi parler des araignées pendant tout un épisode, me direz-vous ? Déjà parce que j'ai souffert d'arachnophobie pendant toute ma vie et que j'ai fini par essayer de la maîtriser en faisant des séances d'hypnose. J'en ai déjà un peu parlé dans le podcast, dans 2 de mes précédents épisodes 3 et 4. Je faisais rapidement allusion à cette phobie et à comment j'ai essayé de la soigner avec l'hypnose. Donc j'avais envie d'en parler pour cette première raison, pour faire un retour d'expérience sur ce travail de désensibilisation à l'arachnophobie. Et je me dis que ça pourra peut-être inspirer certaines personnes à soigner leur phobie aussi. Mais je voulais pas que l'épisode soit consacré à ça. Donc l'autre raison, c'était aussi d'apporter de la connaissance sur les araignées, puisque beaucoup en ont peur sans les connaître. Vous allez voir, il y a plein de choses passionnantes à savoir sur elles. Précision utile pour les phobiques. Si vous nous écoutez depuis YouTube en podcast, je fais des versions imagées de mes épisodes en temps normal, mais là, promis, aucune araignée en photo, pour ne pas vous effrayer, parce que cet épisode s'adresse aussi aux phobiques. Il y aura des illustrations un peu jolies, mais pas de photos d'araignées, parce que je sais ce que c'est. Je me suis souvent fait la réflexion aussi que j'aimerais bien apprendre des choses sur les araignées, mais que j'avais peur d'être confrontée à des images qui allaient m'effrayer et à me rendre mal à l'aise, donc je n'osais pas le faire. Il faut que ce contenu s'adresse à tous, arachnophobes ou non, donc pas de photos d'araignées. Et pour être tout à fait honnête, ça m'arrange aussi de ne pas avoir à chercher des photos de ces petites bêtes. Je suis pas encore 100% à l'aise avec les photos d'araignées malgré mon hypnothérapie. On va commencer par aborder le côté scientifique de l'animal, de ce qu'est une araignée, et vous verrez que même si l'araignée de Spider-Man n'existe pas en vrai, eh bien elles ont quand même des super pouvoirs. Ensuite, parce que c'est Halloween, j'aborderai quelques mythes et croyances en lien avec ces bestioles à 8 pattes, et pour finir, je ferai un petit retour d'expérience sur l'hypnose et ce que ça m'a apporté pour l'arachnophobie. Maintenant que la toile de l'épisode est tissée, si le programme vous convient, c'est parti pour une immersion dans le monde magique des araignées. Déjà, une araignée, c'est quoi ? Biologiquement, c'est pas un insecte, mais un arachnide, donc de la famille des arachnopodes, comme les scorpions ou les acariens. L'araignée est un invertébré, comme tous les arthropodes, elle n'a donc aucun os interne. Le corps d'une araignée est en fait protégé par une carapace externe rigide, appelée exosquelette, composée de chitine, une matière à la fois légère et solide, qui joue le rôle de squelette, mais qui ne grandit pas. L'araignée doit donc muer plusieurs fois dans sa vie pour pouvoir grandir. Si on remonte le fil du temps, les premières araignées sont apparues il y a plus de 300 millions d'années. Et oui, elles ont vu naître et disparaître les dinosaures et même naître l'humanité. Les plus vieux fossiles d'araignées datent d'environ 300 à 320 millions d'années, l'époque du Carbonifère. C'est un animal qui n'a pas trop évolué dans sa forme. Les formes primitives sont très semblables à leur forme actuelle. Leur principale évolution s'est trouvée au niveau de leurs glandes à soie et leur comportement de chasse, mais leur forme corporelle est restée quasiment la même. Alors, qui est l'araignée la plus grande du monde ? Là, il y a débat entre la Theraphosa blondi, plus communément appelée Mygalgoliath, avec son envergure de près de 30 cm quand elle déploie ses nombreuses papates, donc c'est la taille d'une assiette. Débat donc entre la Mygalgoliath et l'Heteropoda maxima, la Huntsman géante australienne, qui a un corps plus de 2 fois plus petit que la Mygalgoliath, mais une envergure pouvant dépasser les 30-35 cm.
Et la plus petite, de son nom scientifique tout mignon, s'appelle Patoudigua. Elle vient de Colombie. Sortez les loupes parce que les mâles ne mesurent que 0,37 mm, donc moins de la moitié d'un millimètre. Comme c'est généralement le cas chez les araignées, les femelles sont un peu plus grandes, mais font toujours moins d'un millimètre aussi. Alors, si la mygale Goliath pèse 170 grammes, la Patoudigua pèse moins de 0,001 mg. Autrement dit, il faudrait plus de 100 milliards de Patoudigua pour égaler le poids d'une seule mygale Goliath. Petite ou grande, l'anatomie des araignées est composée de 8 pattes et d'un corps scindé en deux parties, le céphalothorax et l'abdomen. L'araignée n'a pas de tête. Ses yeux, sa bouche et son cerveau se trouvent donc dans le céphalothorax, appelé aussi prosome. En fait, le céphalothorax, c'est un peu le corps, plus la tête regroupée, même si officiellement, elles n'ont pas de tête. Les 8 pattes partent également de l'avant de cette partie, et dans l'abdomen, on retrouve ses organes internes, son cœur, son système digestif, son appareil reproducteur et ses poumons, mais aussi les filiaires, ces petits appendices mobiles qui produisent la soie à l'arrière de l'animal. En général, les araignées en ont 6. Petit focus sur leurs nombreux yeux. La majorité en ont jusqu'à 8, même si certaines espèces n'en auront que 2, 4 ou 6, et les araignées cavernicoles, c'est-à-dire qui vivent dans des grottes, dans le noir intégral, n'en ont pas du tout. Et pour celles qui ont des yeux, même si elles en ont 8, sachez qu'elles voient très très mal, malgré le fait d'ailleurs que leurs nombreux yeux soient disposés en 2 ou 3 rangées, avec des orientations de vue différentes pour avoir une vue à 360 degrés. Mais voilà, la plupart des araignées ont une vue médiocre. Elles vont distinguer la lumière et les mouvements, mais pas les formes. Ça déjà, je pense que ça peut aider les phobiques. Dites-vous que vous la voyez, mais qu'elle ne vous voit pas. Elles se repèrent donc beaucoup plus grâce à leurs vibrations et à leurs poils sensoriels qui détectent les moindres courants d'air ou mouvements sur leur toile. Alors il y a quelques exceptions comme les araignées sauteuses, vous savez les toutes petites araignées assez mignonnes, les Salticidae de leur nom scientifique. Elles ont une vue incroyable avec 2 yeux capables de focaliser comme un objectif d'appareil photo. Elles ont aussi des yeux latéraux qui détectent les mouvements. Elles voient donc en 3D, en couleur, elles peuvent même voir les ultraviolets, et tout ça fait qu'elles sont des chasseuses redoutables, sans toile puisqu'elles arrivent à sauter sur leur proie avec une précision chirurgicale. On retrouve aussi les araignées loups et certaines araignées crabes qui ont aussi une vision relativement développée, adaptée à leur mode de chasse. Les araignées ont bien un cerveau, juste derrière leurs yeux, il est tout petit mais il existe, afin de contrôler leur vision, leurs pattes, leurs poils sensoriels et coordonner la production de soie. Il y a des araignées d'ailleurs qui font preuve d'une grande intelligence, ou en tout cas de stratégie. Par exemple, la Cyclosa du Pérou est une artiste et une chasseuse redoutable. Elle crée sur sa toile de véritables répliques d'elle-même, avec des débris végétaux, des cadavres d'insectes, puis elle va se cacher et peut soit attaquer dans le dos des insectes qui la croyaient sur sa toile, ou échapper à des prédateurs. En fine stratège, on retrouve aussi l'araignée sauteuse d'Australie, considérée comme la plus intelligente des araignées. C'est une chasseuse d'autres araignées. Elle imite le comportement de ses victimes pour les tromper. Elle imite les mêmes vibrations qu'un insecte sur la toile de ses victimes pour les attirer. On a aussi l'araignée bola qui, en plus de fabriquer une boule de soie qu'elle balance façon lasso sur ses proies, sait aussi imiter les phéromones des papillons femelles pour attirer les papillons mâles. Certaines araignées peuvent même modifier la structure de leur toile selon la lumière, le vent ou la provenance des insectes, démontrant donc une forme d'apprentissage. Détail amusant, les araignées ont des muscles, mais pas pour étendre leurs pattes. Je m'explique. Elles peuvent plier leurs pattes grâce à des petits muscles fléchisseurs, mais elles ne peuvent pas les déplier avec ces mêmes muscles. Pour étendre leurs pattes, elles doivent utiliser la pression de leur hémolymphe, c'est-à-dire leur sang, pour envoyer de la pression dans leurs pattes comme un système hydraulique interne qui permet aux pattes de s'allonger. C'est pour ça que lorsque vous voyez une araignée morte, ses pattes sont repliées vers le centre. La pression interne a disparu, donc plus rien n'étend les pattes. Les petites araignées domestiques peuvent vivre entre 1 et 2 ans, alors que les mygales peuvent vivre 20 ans jusqu'à 25 ans en captivité. Concernant la reproduction des araignées, déjà il faut savoir que c'est assez dangereux pour le mâle qui peut se faire dévorer pendant l'accouplement. Je vous explique pourquoi. Déjà le mâle ne possède pas de pénis, il récolte son sperme lui-même dans une petite toile qu'il a filée, comme un genre de mouchoir. Ensuite il aspire son propre sperme dans ses pédipalpes, ce sont des petites antennes. Il va les insérer ensuite dans les orifices génitaux de la femelle sous son abdomen. Donc c'est une manœuvre assez risquée puisque pendant l'accouplement, la femelle peut le dévorer si elle est trop affamée. Mais toutes les araignées ne pratiquent pas le cannibalisme sexuel. Il est réputé chez la fameuse veuve noire, mais c'est pas le cas à chaque fois. Certaines araignées mâles dansent avant l'accouplement pour éviter de se faire manger. La femelle prépare ensuite un cocon de soie pour pondre sa centaine d'œufs. Elle peut pondre plusieurs fois par an. Elles sont très protectrices avec leurs nombreux œufs et très maternelles avec leur progéniture. Enfin, pour terminer sur leur anatomie, leur soie est produite par les filiaires à l'arrière de leur corps.
Et on va faire un zoom sur leur soie parce que c'est une matière naturelle assez fascinante, vous allez le voir. Déjà, attention au vocabulaire. Une araignée ne tisse pas sa toile, mais elle la produit ou elle la file. Elle sécrète en fait un liquide de ses glandes séricigènes qui sort par les filières et qui se solidifie au contact de l'air. Filer, produire serait donc plus précis scientifiquement que tisser, qui est un terme qui vient en fait de l'activité humaine, des tisserands. C'est un joli terme, mais c'est moins précis scientifiquement. La soie d'araignée est un matériau 30 fois plus résistant que l'acier à poids égal. Alors en fait, on trouve plusieurs chiffres sur internet. Parfois, des articles parlent de 5 fois plus de résistance que l'acier à poids égal, et parfois, on trouve ce chiffre de 30. C'est une grosse différence, et sincèrement, je ne sais pas où se trouve la vérité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la soie d'araignée est plus résistante que l'acier à poids égal. Et si on se base sur le chiffre de 30 fois, que j'ai retrouvé plusieurs fois, pour donner un exemple concret, imaginez un fil de soie d'araignée, encore plus fin qu'un cheveu humain en taille réelle. Eh bien, imaginez-le, ce fil, grossi comme une corde d'escalade par exemple, donc un peu moins de 1 cm de diamètre. Eh bien, grossi comme tel, ce fil pourrait suffire à remorquer une voiture. La soie d'araignée est aussi 3 fois plus résistante que le Kevlar, la matière synthétique utilisée dans les gilets pare-balles. Elle peut aussi s'étirer jusqu'à 140% de sa longueur sans se rompre, elle est plus légère qu'une plume. Imaginez un fil d'araignée géant qui ferait le tour de la planète. Eh bien, il pèserait environ 400 grammes, c'est le poids d'une aubergine. Et en plus, elle est totalement biocompatible, ce qui veut dire que notre organisme la tolère sans la rejeter. C'est d'ailleurs pour ça que la soie d'araignée intéresse beaucoup les chercheurs du monde entier, parce que c'est un chef-d'œuvre de technologie naturelle que la recherche scientifique humaine cherche encore à égaler. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme, quand l'humain essaye de reproduire en laboratoire une prouesse de la nature. En médecine, par exemple, des chercheurs allemands et japonais ont réussi à s'en servir pour créer des fils de suture très fins, parfaits pour des opérations délicates comme la microchirurgie des nerfs ou des yeux. On a aussi découvert par la recherche que les cellules nerveuses humaines pouvaient pousser le long d'un fil d'araignée, c'est-à-dire qu'elles s'y accrochent et peuvent s'y développer, ce qui peut donner de l'espoir pour réparer une moelle épinière endommagée par exemple. Certains laboratoires testent aussi des pansements bioactifs confectionnés à base de soie d'araignée parce que c'est une matière antibactérienne et douce pour la peau qui favorise la cicatrisation. D'ailleurs, les vertus magiques de la toile d'araignée sont louées depuis l'Antiquité. Dioscoride, médecin, pharmacologue et botaniste grec du 1er siècle de notre ère, prétendait que leur toile appliquée sur une blessure peu profonde étanche le sang et empêche l'inflammation. Et concernant l'innovation, les ingénieurs, eux, s'en inspirent pour tout un tas d'usages. Création de textiles ultra résistants, pour imaginer par exemple des parachutes plus légers, des cordages incassables ou même des matériaux pour l'aéronautique. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment élever des araignées comme on élève des vers à soie. Pardon pour les phobiques, mais imaginez une ferme à araignées avec des milliers de spécimens dans la même pièce. Eh bien ce n'est pas possible parce qu'elles sont territoriales, parfois cannibales, et donc que la cohabitation en colonie n'est pas possible. Du coup, les scientifiques ont trouvé une parade, copier les gènes des araignées et les insérer dans d'autres organismes, comme des bactéries, des levures ou des plantes. C'est d'ailleurs ce qu'a réussi un ingénieur allemand du nom de Thomas Scheibel. Il a réussi à créer des protéines de soie d'araignée génétiquement modifiées à partir de bactéries et des gènes de l'éperdiadème, une araignée de nos jardins. Et il a aussi réussi ensuite à tisser ces protéines génétiquement modifiées en fibres, là où de nombreux autres chercheurs avaient fini par jeter l'éponge. Il a mis 10 ans, mais il a réussi. Son entreprise, Amsilk, est devenue en 2014 le premier fournisseur industriel de polymères de soie synthétique, donc directement inspiré du génie naturel des araignées. On retrouve donc d'ores et déjà cette soie d'araignée synthétique dans des cosmétiques, des produits chirurgicaux, dans des gilets pare-balles ou des composants électroniques. Je pense que maintenant vous regarderez les araignées autour de vous et leurs toiles d'un autre œil, non ? Vous vous êtes déjà peut-être posé la question du nombre d'arachnologues professionnels dans le monde, ceux qui étudient scientifiquement les araignées. Eh bien, il est estimé environ à 1 millier. L'International Society of Arachnology en recense environ 950, qui inclurait des chercheurs, des étudiants et des amateurs passionnés par ces bébêtes à 8 pattes. On a donc environ 1000 arachnologues pour 50 fois plus d'araignées, puisque le World Spider Catalogue recense plus de 50 000 espèces connues à ce jour dans le monde entier. Amis phobiques, inutile d'aller le consulter, j'avoue que je ne suis pas allée le voir non plus.
Mais rassurez-vous, en France, on n'en a que 1600. Ok, ça fait déjà pas mal. Alors, quelles sont les araignées les plus fréquentes dans nos maisons et nos jardins? Alors, dans les maisons, l'une des plus répandues, c'est le fameux faucheux, ou l'araignée de plafond avec son corps minuscule et ses longues pattes transparentes. C'est une araignée qui adore les plafonds, les recoins calmes. On a aussi la grande tégénaire. Alors je vous fais grâce de tous les noms scientifiques des araignées, je crois que j'aurais même du mal à les prononcer. La grande tégénaire est donc dotée de longues pattes, elle a un corps brun. C'est une araignée très rapide qui aime bien les baignoires et les éviers. C'est elle qui sera à l'origine de mon anecdote personnelle et qui m'a incité à faire de l'hypnose, mais on y reviendra. On a aussi la fausse veuve noire, petite et trapue, et l'araignée noire des murs, celle qui vit justement dans les fissures et qui ne sort que la nuit. Côté jardin, on retrouve la majestueuse éperdiadème avec sa toile typique et sa croix blanche sur le dos. Plus colorée, on a l'araignée crabe qui vit dans les fleurs, qui peut changer de couleur, jaune, blanche, verte, et qui se cache dans les pétales pour attendre sa proie. Et puis si on regarde dans l'herbe, on va pouvoir apercevoir les araignées loups. Ce sont des chasseuses au sol. Et une dernière aussi qu'on voit souvent, mignonne, toute petite, c'est l'araignée sauteuse dont on a parlé précédemment. Elle est assez curieuse, elle va bien vous voir et elle aime bien les murs ensoleillés. C'est une présentation très vague des araignées qu'on peut croiser chez nous en France, mais rappelons avant tout qu'aucune araignée n'est dangereuse pour l'homme en France. On a entendu l'année dernière, je crois, dans la presse, qu'il y avait eu un cas de décès après morsure d'une araignée violoniste. Ça a beaucoup alimenté la psychose, mais en fait, je vous explique, l'araignée violoniste, ou autrement appelée la recluse brune, est uniquement présente en Amérique du Nord. Effectivement, elle est potentiellement dangereuse, car sa morsure peut provoquer des lésions nécrotiques chez certaines personnes, mais elle ne vit pas en France. En revanche, il existe une autre araignée avec qui on la confond, c'est la recluse méditerranéenne, qui est bien présente dans le sud de la France. C'est une espèce nocturne, assez timide, qui va mordre rarement, et surtout son venin est nettement moins actif que celui de sa cousine américaine. Les rares morsures confirmées ont causé des petites lésions locales qui ont guéri sans séquelles majeures. Et aucun décès n'a jamais été prouvé scientifiquement en France à cause de cette espèce. On retient donc qu'il n'existe aucune espèce d'araignée mortelle pour l'humain en France. Quelques espèces peuvent provoquer des morsures douloureuses, comparables à une piqûre de guêpe, mais jamais mortelles. La plupart du temps, les cas de morsures attribués à une araignée sont en réalité plutôt des piqûres d'insectes mal identifiés ou à des infections bactériennes mal soignées après un grattage intensif par exemple. Les problèmes de santé qui peuvent être dangereux après une morsure d'araignée sont en fait des infections cutanées bactériennes non désinfectées qui ressemblent à des plaies nécrosées. Une infection peut être dangereuse pour la santé, oui, mais ça ne sera pas la morsure d'araignée en tant que telle qui aura été dangereuse, c'est plus le fait d'avoir gratté après et de ne pas avoir désinfecté la peau derrière. Les araignées vraiment dangereuses pour l'être humain se trouvent en Australie. On a notamment la Sydney funnel web. En Amérique du Sud, on a l'araignée banane. Ou en Amérique du Nord, la fameuse recluse ou encore la célèbre veuve noire. Mais pas de panique, aucune de ces espèces n'est naturellement implantée en France. Je pense que j'entends d'ici mes amis phobiques avoir un petit soupir de soulagement. Autre question qu'on peut se poser, peut-on être allergique à une morsure d'araignée? Alors vous notez que je dis bien depuis le début morsure et non pas piqûre, parce qu'une araignée ne pique pas mais elle mord bien avec ses chélicères, ce sont les petits crochets situés à l'avant de son céphalothorax et reliés à la glande à venin, mais donc elle ne pique pas. Est-ce qu'on peut être allergique à leur venin? Oui, mais dans des cas extrêmement rares. En cas de morsure, une araignée injecte une toute petite quantité de venin, trop faible pour déclencher une allergie. Cela dit, comme pour toute substance étrangère injectée dans la peau, certaines personnes peuvent présenter une réaction locale, une rougeur, un gonflement, une sensation de chaleur, une réaction inflammatoire considérée comme normale si elle disparaît en quelques heures. La réaction allergique est extrêmement rare, mais reste possible. Elle se traduira par un œdème plus important, des démangeaisons, voire un urticaire généralisé. Dans de très rares cas, seulement quelques cas dans le monde, on a observé un choc anaphylactique comparable à une allergie sévère après une piqûre d'abeille ou de guêpe, mais ces cas concernent surtout les espèces tropicales et pas les araignées de chez nous. En France, gardons en tête que les morsures sont bénignes dans 99,9% des cas. Les véritables réactions allergiques au venin d'araignée n'ont jamais été documentées de manière fiable en France, mais la rareté des allergies au venin d'araignée peut s'expliquer d'un point de vue biologique. Le venin d'araignée est composé de petites protéines neurotoxiques qui agissent surtout sur les insectes, leur proie naturelle. Il n'a pas été pensé par la nature pour provoquer une réaction immunitaire chez les mammifères, puisque les mammifères, c'est-à-dire nous, ne sommes pas naturellement à leur menu. C'est donc différent du venin des guêpes, abeilles ou frelons, dont certaines molécules sont hautement allergènes pour l'être humain. En clair, notre système immunitaire ne réagit pas au venin d'araignée de la même façon qu'au venin des hyménoptères, abeilles, guêpes et autres frelons. Encore une raison de modérer notre peur à leur rencontre. Surtout quand on sait que les araignées sont les régulatrices silencieuses de nos écosystèmes. Déjà,
Ce sont des prédatrices indispensables de nombreux insectes. Elles régulent donc la population des moustiques, mouches, mites, etc. On estime qu'elles consomment entre 400 et 800 millions de tonnes d'insectes par an dans le monde. C'est autant que les oiseaux et les chauves-souris. Elles jouent donc un rôle écologique majeur dans la régulation de la population de certains insectes. Les araignées sont également un bon indicateur de biodiversité. Leur présence atteste d'un écosystème équilibré. Certaines espèces sont spécifiquement reliées à un habitat, par exemple tourbières, forêts, milieux arides, et leur présence permet de surveiller la santé de la nature. Si elles sont là, c'est plutôt bon signe. Oui, amis phobiques, il est donc sain d'avoir des araignées chez soi. En ce jour d'Halloween, remontons à présent les époques pour comprendre l'influence des araignées dans les mythes et légendes du monde. Parce qu'elle fascine autant qu'elle effraie, l'araignée a toujours eu une place de choix dans l'histoire et les croyances populaires. Dans la mythologie grecque, on retrouve déjà son influence avec le mythe d'Arachné, une jeune tisserande si talentueuse que la déesse Athéna était jalouse de son talent. Athéna se déguisa alors en vieille dame pour rendre visite à Arachné, qui lui dit qu'elle était bien plus talentueuse qu'Athéna, qu'elle n'avait pas reconnue puisqu'elle était déguisée. Soudainement, Athéna révéla sa vraie nature et imposa un concours de tissage à Arachné. Athéna tissa une toile à l'effigie des dieux qui vantaient leur puissance, leur beauté, leur divinité, tandis qu'Arachné tissa une tapisserie magnifique, mais en représentant les comportements honteux des dieux, leurs fautes, leurs péchés, etc. Furieuse de cette tapisserie par sa thématique et aussi parce qu'elle était encore plus parfaite techniquement que la sienne, Athéna la déchira et transforma Arachné en araignée, la condamnant à tisser des toiles pour l'éternité. Côté Moyen-Âge, l'araignée trouve complètement sa place dans le bestiaire médiéval. Il faut savoir qu'à cette époque, les animaux ne sont pas vus comme des êtres indépendants, mais comme des signes moraux ou des manifestations du divin. L'araignée y représentait la dualité entre le bien et le mal. D'un côté, elle file sa toile, elle crée, elle construit, elle relie, un peu comme Dieu ou le cosmos, et de l'autre, elle piège et dévore, image du péché et du diable. Elle est souvent associée à la vanité, le démon, la tentation, mais paradoxalement, certains moines y voyaient en elle une leçon spirituelle, plus positive, symbolisant la persévérance et la création à partir du rien. À partir du XIVe siècle, l'image de l'araignée bascule dans le diabolique. Elle est alors associée aux sorcières et aux maléfices, parce que comme la sorcière, elle vit dans l'ombre et file sa toile un peu comme la sorcière prépare ses potions, et sa toile invisible, considérée à l'époque à tort comme collante et mortelle, rappelle les malédictions. Certains récits mentionnent même des fioles contenant des araignées utilisées dans des rituels de magie noire. L'araignée entrait aussi dans une composition d'une huile censée combattre la fièvre, la peste, le choléra et la petite vérole. C'est aussi au Moyen-Âge que l'araignée est devenue un symbole de malchance ou de bonheur. Le fameux araignée du soir espoir, araignée du matin chagrin. En gros, tuer une araignée le matin provoquait un malheur assuré, mais la tuer le soir permettait d'éviter une mauvaise nouvelle. Dans la mythologie africaine, on retrouve le personnage mythique du sage Anansi, au corps d'araignée et à la tête humaine, qui symbolise la ruse, la sagesse et l'intelligence. Il est considéré comme le créateur du soleil, de la lune et des étoiles, responsable du jour et de la nuit. C'est lui aussi qui apporte la pluie et qui a appris aux hommes à semer des graines. Je trouve que c'est très très beau et comme quoi les araignées peuvent aussi inspirer de la poésie. Après avoir découvert leurs secrets et la manière dont elles nous inspirent depuis toujours, intéressons-nous à présent à ce qu'elles éveillent en nous, cette peur parfois maladive qu'on appelle arachnophobie. L'arachnophobie touche environ 5% de la population, c'est une personne sur 20. On trouve même sur internet des chiffres allant jusqu'à 15% de la population. C'est donc une peur intense et irrationnelle des araignées. Dans le cas des phobies, le niveau de peur ne correspond pas au danger réel représenté par l'objet de la phobie, et ça se retrouve bien dans la phobie des araignées. On sait qu'elles sont peu venimeuses et mordent rarement, mais on va en avoir une peur bleue parce que peut-être physiquement, elles nous mettent mal à l'aise. Le déclencheur de cette phobie peut être différent selon les individus, ça peut être voir une araignée évidemment, ça peut aussi être juste voir une photo d'araignée, Une photo suffit, les gens non phobiques ne comprendront pas ça, mais moi combien de fois j'ai entendu « mais elle a rien de faire, elle est en photo ». Bah oui, mais c'est déjà quand même horrible à vivre et les phobiques comprendront. Il y a des phobiques qui réagissent aussi aux toiles d'araignée. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Et puis là, je vous avoue que déjà travailler sur cet épisode, ça n'a pas toujours été très simple, même si je me suis fait désensibiliser parce que prononcer le mot mygale, par exemple, voilà, ça me procure toujours quelques frissons un peu désagréables. Bref, l'arachnophobie touche principalement les femmes, mais pas que. Une phobie peut se déclencher à tout âge, mais elle émerge principalement à l'enfance ou à l'adolescence.
C'est assez intéressant d'ailleurs pour les araignées parce que l'arachnophobie n'est pas innée et que généralement les enfants développent la peur des araignées en voyant les adultes crier ou avoir une réaction de panique. Donc c'est plutôt par mimétisme avec l'adulte qu'ils apprennent la peur des araignées. Pour ma part, c'est vrai que ma phobie s'est décuplée avec l'âge jusqu'à devenir ingérable adulte. Mais je me souviens quand même qu'enfant, j'arrivais à lire des articles ou à voir des photos d'araignées dans des livres ou des revues. Je me souviens d'ailleurs d'un numéro de 30 millions d'amis. Parenthèse, j'étais bien évidemment abonnée à 30 millions d'amis. Et donc sur cette couverture, il y avait une femme qui tenait une migale sur ses deux mains assemblées. Tellement la migale était grosse, il lui fallait vraiment ses deux mains à plat pour la contenir. Et le titre, c'était « Amigalement vôtre ». Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais déjà fascinée et à la fois terrifiée par la photo et en même temps amusée par le titre. Et donc, j'arrivais à regarder cette une de magazine sans problème, à lire l'article, voilà. Mais ensuite, avec le temps, en grandissant, je ne pouvais plus du tout regarder de photos d'araignées. Ça a vraiment empiré avec l'âge, jusqu'à un point de non-retour, ce que je vais à présent vous expliquer. Pour vous raconter l'anecdote qui m'a fait comprendre la sévérité de mon problème avec les araignées. C'était un jour, il y a 3 ans, je sortais de la douche, je prends ma serviette que j'enroule autour de moi, et là, devinez ce qui sort de ma serviette à 2 pas de mon visage. Et oui, une belle et grosse araignée. Je sais plus si elle était noire ou marron, mais en tout cas, elle était bien géante, selon les manifestants. Un peu moins géante selon la police, c'est-à-dire mon compagnon qui est venu m'aider dans ce grand moment d'angoisse. Mais elle était tellement près de moi, tellement rapide et quand même d'une taille quand même un peu importante que voilà, j'ai fait une crise de panique énorme. Je me suis mis à pleurer, à sentir le sol se dérober sous mes pieds. Voilà, je suis devenue hystérique, disons les choses. Ça m'a vraiment fait un électrochoc. Donc je suis rentrée dans une crise de panique ingérable. J'avais jamais vécu, je pense, une crise comme ça avant. Et c'est cet épisode assez traumatique qui m'a fait prendre conscience que j'avais besoin d'aide sur le sujet. Parce que cette phobie devenait dangereuse et handicapante. Si par exemple j'avais vu l'araignée dans ma voiture quand je conduisais, clairement j'aurais fait une sortie de route, j'aurais eu un accident, j'aurais pu me tuer. Puis même dans mon quotidien, j'avais l'appréhension tout le temps de sortir dans le jardin pour en voir une potentiellement sur le mur, de rentrer dans ma salle de bain avec la hantise d'avoir une araignée dans ma baignoire, de redouter tous les soirs d'été quand elles sortent un peu, de les voir sur le carrelage de la maison, voilà. C'était devenu une obsession malsaine. Et plus on a peur de quelque chose, plus on le voit, plus on l'attire. Donc voilà, ça devenait vraiment ingérable. Donc suite à cette grosse panique, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec un hypnothérapeute. J'avais toujours entendu que l'hypnose pouvait remoduler ou en tout cas reprogrammer le subconscient et que ça pouvait marcher sur les phobies. Donc c'est vers cette spécialité que j'ai eu envie de me tourner. Et ça, c'était super intéressant comme travail sur moi parce que avec mon praticien, on a couvert beaucoup de sujets. Ça m'a aidé à comprendre que beaucoup d'autres éléments dans ma vie s'étaient cristallisés autour de la peur des araignées. Ils avaient nourri cette peur en fait, même si ça n'avait absolument rien à voir avec les araignées à la base. Mais sur les araignées en tant que telles, ça m'a fait beaucoup de bien d'en discuter avec un professionnel parce qu'il m'a posé beaucoup de questions. Par exemple, qu'est-ce qui me faisait le plus peur chez les araignées? Moi, personnellement, c'est leurs pattes quand elles sont refermées. Alors je sais pas pourquoi, mais ça met affreusement mal à l'aise. Plus que quand elles sont déployées. Ça va vous paraître bizarre, mais c'est vrai. Ça et leur vitesse. La pensée obsédante que j'avais, c'était que si elle courait, c'était forcément pour courir vers moi, alors qu'aujourd'hui, je sais que c'est pas du tout le cas. Et au fil des séances, j'ai compris que si elle allait vite, c'était pas du tout pour aller vers moi, mais au contraire parce qu'elle avait peur de moi, et ça m'a vachement aidée, parce qu'en aucun cas, j'ai envie de véhiculer de la peur à un animal, quel qu'il soit. Et puis après, dans les moments où j'étais en hypnose, je pourrais pas vous restituer ce qui m'était dit forcément, parce que j'en ai pas forcément de souvenirs, mais j'ai quand même senti après que mon cerveau avait intégré des choses qui m'ont aidé à mieux gérer cette peur panique. J'ai pas fait beaucoup de séances, j'en ai fait 3. À la fin de la 3e, mon hypnothérapeute m'a dit de me faire confiance, que selon lui j'avais les clés pour vivre avec ça, que c'était pas grave s'il y avait des rechutes, ce qu'il y a eu, j'ai refait une crise de panique après, crise de larmes, tout ce qu'on veut, irrationnel. Mais après, j'en ai plus fait. Et j'ai trouvé ça bien qu'il y ait cette transparence et qu'ils me disent aussi, vous pouvez rechuter, c'est normal. Le cerveau a acquis des choses, mais parfois il y aura des retours en arrière et c'est ok, quoi. Mais j'ai trouvé ça aussi bien qu'il y ait cette transparence sur le nombre de séances, qui me pousse pas, on va dire, à la consommation des séances. L'intérêt de faire un travail sur soi, sur les araignées, quand on est phobique et qu'on vit à la campagne, même en ville, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir être plus serein dans tout, d'apprendre à cohabiter. Et si vraiment vous sentez que votre vie peut être en danger à cause de cette phobie, posez-vous la question. Comme je me la suis posée, moi, en me disant, mais si j'envoie une dans une voiture, c'est fini, j'ai un accident, c'est sûr, et je mets ma vie en danger. Si la réponse est oui aussi pour vous, faites-le.
Allez voir un professionnel, ils sont là pour ça. Moi, je voulais vraiment ne plus faire de crise de panique parce que c'était ingérable et que ça me mettait en danger. Je voulais avoir moins d'appréhension si j'en croise une parce que ça arrive régulièrement à la campagne. Je voulais être armée pour réagir, c'est-à-dire pour pouvoir mettre l'araignée dehors, pour arriver à dominer mes émotions si je suis en voiture ou même dans la maison, le temps de mettre l'araignée dehors, etc. C'était vraiment de faire la paix avec cet animal qui, soit dit en passant, je n'ai jamais écrasé, mais je suis capable de quitter la pièce et de revenir que 2 jours après. Alors, je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Hein. Si j'en vois une et que ça me mettait pas à l'aise, je remettais plus les pieds dans la pièce pendant un long moment, quoi. Donc, c'est vraiment inconfortable au quotidien. Et moi, je voulais vraiment faire la paix avec les araignées parce que j'ai envie d'être à l'aise avec tous les animaux. J'aime le monde animal au sens large et les araignées en font forcément partie. Ma conclusion sur l'hypnose pour l'arachnophobie, c'est que ça m'a bien aidée dans mon quotidien. Je suis plus sereine dans mon environnement. J'ai fait des gros progrès au quotidien et ça, j'en suis très fière. Mais ce n'est pas miraculeux. En travaillant sur l'épisode, je vais être honnête, je ne suis pas allée me confronter à des photos d'araignées sur Internet. J'avais pas envie, j'avais peur de ressentir des choses désagréables et de rechuter un peu entre guillemets. J'en ai vu quelques-unes, des photos sur certains articles où je suis allée prendre de la doc, mais à minima parce que c'est toujours un animal qui me met mal à l'aise, même si je le respecte et j'apprends à cohabiter avec. Ceux ou celles qui disent que ce n'est pas la taille qui compte ne sont clairement pas arachnophobes. Pourquoi je dis ça? Parce que si j'ai pu aller voir des photos de la minuscule patoudigua dont je parlais au début, celle qui fait moins d'1 millimètre, j'ai pas du tout envie d'aller chercher des photos de la mygale Goliath qui fait la taille d'une grande assiette. Donc voilà. Concrètement, ça m'a quand même aidé à être moins stressée et surtout, à plus paniquer dès que j'en aperçois une. Et ça, je peux vous dire que c'est déjà un gros changement. Et en toute honnêteté avec moi-même, je pense que ce travail ne suffirait pas à me faire voyager en Australie, en Guyane, en Amérique du Sud, au risque de voir une araignée géante. Parce que si, la taille compte. Disons que ça m'a quand même aidé dans mon quotidien, je vis mieux avec, mais je ne suis pas mûre pour aller dans d'autres pays. Ou à faire Fort Boyard, si jamais on m'invitait. Ça, c'est pas quelque chose encore que je me sentirais de faire. Donc c'est encore fragile. Mais dans mon quotidien, je suis plus à l'aise et ça, c'est déjà énorme. Et puis j'ai toujours des réactions parfois de surprise, de sursaut un peu bêtes, mais on sait que le cerveau humain réagit très vite à certaines formes arachnoïdes, donc c'est-à-dire qui ressemblent à une araignée, et c'est un réflexe de survie très ancien. Moi, clairement, effectivement, si je vois une touffe de cheveux qui me rappelle une araignée, je vais avoir un mouvement de recul, un frisson, mais je vais le dominer. J'apprends donc à apprivoiser cette peur, on va dire. C'est aussi un travail de fond. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté l'hypnothérapie, donc peut-être qu'il y a quelques fragilités et qu'il faudrait que je recommence un peu à retravailler là-dessus. Mais en tout cas, gardez à l'esprit que si ça vous pourrit la vie comme c'était le cas pour moi, consultez un professionnel parce que c'est leur métier de vous aider. Il n'y aura pas de jugement. Il y a aussi des très bons résultats pour l'arachnophobie avec les thérapies cognito-comportementales. Moi, j'en ai pas fait, mais si je reprends un travail à ce sujet-là, peut-être que c'est vers cette discipline que je m'orienterai. Vous l'avez compris, les araignées en France sont inoffensives, utiles dans la biodiversité et incroyablement fascinantes, notamment avec leur soie que les humains leur envient. Alors comment arrêter de les craindre et leur montrer de la bienveillance? Pour arrêter d'en avoir peur, on peut se sensibiliser à travers des contenus qui vous apprendront à mieux les connaître, par exemple en podcast, où on n'a pas les images. Je sais que aller voir de la doc quand il y a des photos, ça peut être compliqué quand on a peur. Donc les illustrations, ça passe mieux. Certains diront regarder des documentaires, c'est ce que m'a par exemple conseillé mon hypnothérapeute, mais je ne suis pas sûre que ça aide vraiment un phobique à travailler sur sa peur. Une fois j'ai essayé, j'ai mis un documentaire, alors c'était pas sur la petite araignée du jardin, j'étais un peu ambitieuse, parce que je suis allée chercher quelque chose sur la mygale Goliath, mais j'avoue que c'était trop ambitieux pour le coup. J'ai fermé les yeux tout le long, donc j'ai écouté un peu en mode podcast. Donc voilà, ça marche pas pour tout le monde d'aller voir du documentaire. Et puis si besoin, pour s'aider avec cette peur, je le redis, se faire aider, c'est pas une honte d'avoir une phobie, et heureusement, il y a des techniques qui peuvent aider très bien. Et puis il y a aussi des livres jeunesse pour sensibiliser les enfants aux araignées, pour ne pas qu'elles deviennent une peur. Alors j'ai plus la référence, mais je me souviens d'un livre qu'avait une de mes nièces quand elle était enfant et que j'avais adoré. Tout au long de l'histoire, en fait, on ne sait pas qui raconte, mais on lit des phrases du style « Ah mais elle est horrible, elle me dégoûte, etc. » Et à la toute fin, on voit en fait que c'était une araignée qui depuis le début parlait d'une petite fille, et on voit l'araignée à la fin qui quitte la pièce avec son petit baluchon parce qu'elle trouve la petite fille trop horrible. Et j'avais trouvé ça vraiment drôle et génial d'inverser la peur pour dédramatiser la peur des araignées chez les enfants. C'était vraiment très drôle. J'aimerais bien retrouver la référence un jour. Et pour leur montrer de la bienveillance, déjà ça va commencer par quelque chose de simple, d'assez logique, c'est de ne pas les écraser.
On peut les capturer délicatement si elles nous gênent dans un contenant et on les relâche à l'extérieur. Alors personnellement, moi, la technique que je préfère, c'est le balai qui reste long, hein. Il y a quand même une distance avec la pelle, toujours une pelle avec un manche long. Comme ça, je garde la distance. Ça dépend de leur taille, hein, mais sur les moyens gros spécimens, on va dire, je peux encore avoir de l'appréhension. Donc je préfère mettre de la distance parce qu'il y a aussi une technique avec le verre, hein. On pose un verre sur l'araignée, on fait glisser un papier dessous et puis on va libérer la bestiole. Pour moi, il n'y a pas assez de distance pour que j'y arrive, mais la technique du balai, ça marche très bien. Gardez quand même en tête que l'araignée ne vous poursuivra pas, elle ne vous voit pas, elle cherchera juste à s'enfuir. Vous pouvez aussi montrer de la bienveillance aux araignées en laissant des toiles à des endroits chez vous. Ne pas surnettoyer son intérieur à outrance pour qu'elle puisse s'installer un peu. Elles se mettent dans un coin, elles ne dérangent personne. Si jamais elles dérangent, voilà, toujours les mettre dehors, mais gardez en tête que si elles sont dans votre maison ou appartement, elles sont aussi là pour vous aider à réguler la population de certains insectes. Et pour travailler sa bienveillance envers les araignées, autre conseil, on peut leur parler. Avant mon hypnothérapie, franchement, j'allais vite dans les insultes envers les araignées parce que c'était mon seul moyen, on va dire, d'évacuer la pression, le stress, la peur qu'elles me véhiculaient. Je pouvais pas me contrôler. Donc voilà, j'avais une manière un peu pas très cool à l'oral de m'exprimer envers les araignées. Et ensuite, j'ai appris à leur parler gentiment. Par exemple, si j'en croise une dans le potager, dans la maison, je vais lui dire coucou, je vais rien te faire, etc. Ça m'aide un peu de leur parler. Peut-être que ça vous aidera aussi. Ainsi s'achève cet épisode 100% arachnide. Amis phobiques, j'espère que l'épisode était supportable pour vous et que vous êtes restés jusqu'au bout. Si vous avez des astuces pour apprivoiser votre peur, ou si vous êtes au contraire un passionné d'arachnides, prêt à partager vos connaissances, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur l'épisode. Et qui sait, peut-être qu'un jour, un arachnologue passionné viendra tisser un nouvel épisode 100% araignée à mes côtés. Pourquoi pas? Je ne ferme pas la porte. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode au plus grand nombre pour redorer leur image et répandre la connaissance sur ces plus ou moins petites bestioles trop souvent redoutées. L'araignée est mal aimée, mais essentielle dans l'équilibre du vivant. Elle fait partie d'un tout et mérite, comme chaque créature de ce monde, qu'on l'accepte et la respecte. Alors, la prochaine fois que vous en croisez une, souvenez-vous, elle aussi, elle a sa place sur la grande toile de la biodiversité. Elle ne vous veut aucun mal, juste exister dans son coin, jouer son rôle dans la nature. Et rappelez-vous que l'être humain lui envie sa soie exceptionnelle. Et même si on n'a que 2 yeux, parfois il est bon d'apprendre à les ouvrir autrement et à regarder les autres créatures différemment. C'était un épisode de l'Écho des Museaux, un podcast imaginé et réalisé par Marine Coez. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute précieuse. J'espère que ce podcast vous donne envie d'agir à votre niveau, car chaque action peut faire la différence pour un monde plus bienveillant envers toutes les espèces animales. Si l'épisode vous a plu, merci d'en parler autour de vous, de laisser des étoiles, des pouces en l'air, un gentil commentaire et de vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez être l'invité de ce podcast, ou connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, ou me suggérer une thématique pour un prochain épisode, n'hésitez pas à me contacter à l'échodesmuseaux@gmail.com. Vous pouvez également suivre ce podcast sur les réseaux sociaux. À bientôt!